Caroline Dufour de Québec déclare disparu son conjoint Samuel Gauthier en décembre 2022. Ses ossements sont retrouvés en juin 2023 près de cette île. Il est vraisemblablement victime d'un règlement de compte qui a mal tourné. Caroline a fait preuve de beaucoup de courage pendant les recherches et encore aujourd'hui, elle se montre forte pour les durs événements à venir. Voici l'extraordinaire histoire de Caroline Dufour. Moi, je suis une fille de la Côte-Nord. Je suis née le 1er juillet 91 à Forestville. À ce moment-là, j'ai un frère plus vieux et une sœur plus jeune. Mes parents se sont séparés, j'avais 10-11 ans. Le 1er juillet, c'est le festival des boîtes de déménagement. Donc, on s'est promenés, on est parti de la Côte-Nord, on a atterri au Saguenay. Ensuite, on s'est ramassé à Chapet-Chibougamau, dans le nord du Québec. On a fait garde partagée un bout. Mon père est déménagé à Fermont pour travailler. Puis, ma première peine d'amour s'est passée là. Donc, j'ai fui tout ça et je me suis tournée trouver mon père. Je devais avoir 19 ans, dans une ville de travailleurs où c'est quand même très intense. C'est une autre réalité, là. C'est la consommation. C'est comme dans un dôme, en fait, là. Il n'y a plus de semaine, il n'y a plus de fin de semaine. Les gens sont vraiment là pour venir faire leur corps de travail, venir faire un montant d'argent. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Mais quand tu arrives, souvent, tu considères le salaire de 150 000. Donc, le pick-up, le bateau, la consommation, tout est là. Tu es à l'aise financièrement, il n'y en a pas de problème. Puis, j'ai commencé à travailler dans un bar de danseuse. Ça aussi, c'est quand même assez particulier. C'est là que mon caractère s'est forgé, en fait. Là, je veux dire, quand t'es la barmaid, t'es pas nécessairement l'attraction, mais c'est là que tu te rends compte que la femme est minoritaire dans une ville de travailleurs. Donc, je trouvais ça quand même très particulier. Mon entourage, c'était que des consommateurs, en fait. Là. Plus tard, dans mes relations, j'ai croisé des gens qui, c'est pas leur principal problème, mais reste qu'en soi, la consommation est extrême à Fermont. Puis c'est là que j'ai rencontré Samuel. Il était tout jeune, il avait 17 ans. Je l'avais carté au bar, puis là, il était comme insulté un peu. Puis ça a vraiment été un coup de foudre, en fait. Là. On a commencé à se tenir ensemble, plus en titre amical. On prenait un coup de temps en temps. Puis lui, il n'avait pas d'attache nécessairement à Fermont. Il n'avait pas son travail là. Il n'allait pas à l'école non plus. C'est sa mère qui habitait là. Fait qu'il venait de temps en temps, un petit 2 semaines par-ci, par-là. Puis, on s'est bien rendu compte que, écoute, c'est pas juste de l'amitié, on est en amour. Fait que les gens de Fermont, considéraient Sam, justement, par ses in and out. Lui, sa couleur, c'était vraiment la consommation parce que, il venait pas à Fermont pour faire autre chose, tu sais. Fait que j'ai eu énormément de jugements. Les gens me disaient « Ah, c'est un alcoolique, il fera jamais rien de bon de sa vie, puis qu'est-ce qu'il t'apporte, puis tu vaux bien mieux que ça. » Puis fait que j'ai dit « Non, on s'en va d'ici. » Fait que j'ai décidé de tout fermer, j'ai lâché mon travail, j'ai fait mes valises, puis je suis allée trouver mon père qui venait, lui, de se séparer, il venait de partir de Fermont. Puis c'était acheté une petite maison à l'Adorée, au Lac-Saint-Jean. Puis là, c'est ça, tu sais, la consommation, c'est pas quelque chose qui est... c'est un stresseur, en fait, là, pour les proches. Je voulais un peu... pas camoufler ça, mais je me disais que c'était plus normal si je l'apportais chez mon père avec moi puis que j'avais le même train de vie que lui pour pas revivre le jugement puis le pointage que je venais de passer à travers à Fermont. Donc, on n'avait pas les moyens de rien. Je suis partie à Fermont, tu sais, là-bas, c'est l'argent, mais moi, j'avais pas compris ça, là, tu sais, j'ai vraiment juste tripé puis connecté avec des gens. Quand je suis arrivée à l'Adorée, j'avais pas une scène. Sam n'avait pas une scène. Mon père non plus. On n'avait pas un train de vie très normal. C'est sa mère qui nous faisait des virements Interac pour qu'on soit capable de se nourrir puis de consommer, tu sais. Fait qu'une année, on se rend bien compte que ça fait pas de sens. Puis Samuel, lui, avait un appartement ici à Québec. Il y avait un coloc à ce moment-là. Mais dehors le coloc, puis moi, je m'en viens, on s'en retourne, on redéménage à Québec. Québec, c'est quand même assez particulier aussi parce que lui, il avait son train de vie déjà, parce que je le voyais à Fermont, mais j'avais aucune idée de ce qui se passait avec lui à Québec, en fait.
Mais là, on reste dans un appartement, il y a beaucoup d'amis qui restent dans le même bloc que lui. Donc, les fréquentations, ça ressemble aux mêmes fréquentations de Fermont. C'est des consommateurs. Puis, on continue notre train de vie dans ce sens-là. Là, une année, je me dis qu'il faut que je travaille. Je vais porter des CV par-ci. Moi, j'ai un diplôme en esthétique. J'ai travaillé en esthétique à Chibougamau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas trempé dans l'univers de l'esthétique. Je portais des CV dans les pharmacies pour des temps partiels, juste pour avoir un travail, pour pouvoir subvenir à mes besoins de base. Parce que Marie-Hélène payait l'appartement, tout, mon cellulaire. Je ne suis pas sa fille, là. Elle était très, 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 très généreuse. Puis, ben, toutes mes entrevues étaient pas bonnes, en fait. Les questions de base d'une esthéticienne, je n'étais même pas capable d'y répondre parce que, bon, mon train de vie ne me permettait pas d'avoir un bon sommeil, une bonne hygiène de vie. Donc, c'était secouant quand même. C'est pas évident d'avoir une relation de consommation. T'sais, l'amour est là, mais l'influence autour, tous les petits accessoires de notre relation ont fait en sorte que c'était très, très compliqué. On est arrivé à Québec en novembre. J'ai réussi à me trouver un travail seulement en janvier, février. Barmaid, dans un bar au Normandin, ici à Sainte-Foy. Puis, c'est la même chose. Je veux dire, ils venaient me voir sur mes chiffres, puis les gens se questionnent, tu sais, veut pas. Il prend de la place, il est imposant, il est beau garçon, tout le monde le regarde, puis là, les gens, ils remarquent que, bon, j'ai pas nécessairement envie de parler de ma relation, tu sais, je veux pas être dans le jugement, donc je préfère me cacher de cette relation-là, mais le pattern recommence. Les gens posent des questions, puis qu'est-ce qui fait ton chum dans la vie? Bon, il cherche une job, mais à ce moment-là, c'était pas nécessairement son première idée, en fait, là. J'ai réussi à me trouver un autre travail parce qu'une année, justement, tu trouves quelque chose qui te rend plus confortable. Puis j'ai toujours été très travaillante de nature, donc j'ai commencé à travailler aussi à la pizzeria Diouville sur Saint-Jean. Je travaillais tout le temps. Puis, un moment donné, Sam a pogné le fond. Il était comme tanné. Il dit, là, Caro, je suis plus capable. Il dit, puis je le vois, là, tu sais, ça allait plus bien. C'était des chicanes. Après chicane, c'était que des chicanes, là. Tu sais, oui, il y avait des moments où on s'aimait, mais c'était plus rare que les moments explosifs, impulsifs de la consommation. Donc, il est allé faire une thérapie. Ça s'est bien passé. C'est quand même assez particulier, tu sais, quand tu es habitué d'être avec quelqu'un puis que ça bouge, puis là, je me ramasse que ses amis, il n'y a plus personne, je suis tout seul. Il y a 28 jours à la Villa Ignatia, ici au Lac-Saint-Charles. Ça a bien été. C'est une thérapie de 28 jours en soi. C'est pas ce qui est le plus énorme pour un problème de consommation que Samuel traînait avec lui depuis des années. On s'en sort quand même bien. On a 2 ans de sobriété, une toute autre relation remplie d'amour, d'harmonie. On décide on fonde une famille. Mon petit Landon est arrivé parmi nous, notre beau bébé miracle en fait. Puis ça a super bien été aussi jusqu'à ce que Landon ait 6 mois. Là, c'était comme trop. Tout d'un coup, tu perds ta place. D'une certaine façon, Sam est plus jeune que moi. J'avais aucunement le même train de vie que lui. J'étais plus son réconfort qu'autre chose. Là, tout d'un coup, c'est mon petit bébé, je l'allaite. Tu sais, je prends les devants sur tout. Moi, je suis très entreprenante de base. Donc, il se sent un peu effacé à travers tout ça et la rechute arrive. J'accepte d'une certaine façon sa consommation. Par contre, fais tes trucs. Moi, je peux plus être témoin de ça. On a un petit bébé là-dedans. Je peux pas. Donc, je repars. Je fais nos sacs à moi et Landon, puis on s'en va braver les jugements qu'on s'était fait pointer 2-3 ans auparavant. Puis je m'en vais rester chez Marie-Hélène, la mère de Sam. Ça se passe sensiblement bien là-bas. C'est sûr que j'ai trouvé ça énormément difficile d'être loin de lui parce que, en fait, je suis en amour avec lui.
J'ai peur de le perdre, j'ai peur qu'il choisisse la consommation, j'ai peur que mon fils ait pas son père, fait que je suis dans la peur totale. Puis, on se texte, on s'appelle, Ah, ben regarde, je reviens. 3 mois plus tard, je reviens à Québec. Pendant ce temps-là, Sam, il avait fait un cours d'agent de sécurité. Il était fier, il était tellement fier d'avoir accompli quelque chose d'aussi gros. Tu sais, quand t'as pas de statut professionnel, puis que t'es plus ou moins intéressé à travailler, puis là, du jour au lendemain, ben là, je suis un agent de sécurité, il devient superviseur de Robert Gifford. Mais quand je reviens de Fermont, il n'y a plus de travail. Fait que là, ben, la rechute est toujours présente. Ça va plus ou moins bien, c'est des in and out, notre relation. Je me fais une petite bulle avec mon petit garçon, puis je continue de faire mes trucs, puis j'apprécie sa présence, j'y en demande pas trop, je veux pas lui donner de deadline, ou tu sais, je veux pas lui redemander la thérapie. Bien entendu, quand ça vient pas de nous, ça change la donne. Alors là, on est plus ou moins en relation. Il part une semaine chez son ami, il revient à la maison, on se donne des nouvelles, on s'en donne pas. On continue de se fréquenter quand même si on se dit qu'on n'est pas officiellement en couple. Et bang, je retombe enceinte. Une petite surprise qui, bon, écoute, ma fille, je suis super heureuse de l'avoir, mais je m'en attendais pas, pour être très honnête. En fait, j'étais pas nécessairement contente. Sa réaction à lui était beaucoup plus intense que la mienne, là. Il était très heureux, il appelle sa mère, ça fait 3 jours, il n'a pas dormi. Finalement, on parle, puis bon, mais Garland, je vais retourner en thérapie. Je retourne en thérapie. Bon, de mon côté, j'ai des choix à prendre, j'ai du travail à faire aussi. Donc, je trouvais ça vraiment difficile, mais je voulais tellement que ça fonctionne. Je l'aimais tellement, mon petit Sam. Tu sais, je voulais donc bien que notre famille soit unie. Parce que la séparation de mes parents, c'est quelque chose qui a été très bouleversant pour moi. Ça m'a rebellée dans mon adolescence. Fait que je voulais donc bien que notre famille à nous soit les 4. Puis sa thérapie se passe bien. Je m'improvise entrepreneur. J'ai envie de replonger dans l'univers de l'esthétique. Je me dis, bon, écoute, c'est bien beau la restauration. Je m'ouvre une clinique d'esthétique. Je m'associe avec un gars de la gang. Puis je suis bien fière de ça. Moi, je pense que, écoute, je suis un entrepreneur, je suis une esthéticienne de prestige, j'ai un laser Triton, il y a plein d'investissements, j'ai une sécurité financière pour mes enfants. Je pensais que j'étais au top, là, tu sais. Finalement, tellement pas. J'ai tout donné, qu'est-ce qui était de responsabilité familiale à Sam, puis je me suis vraiment garochée dans le travail. Mes enfants, c'était plus ma priorité du moment. Je suis TDAH, j'ai jamais été médicamentée. J'avais commencé à prendre ma prescription. J'étais en ligne droite. J'avais une to-do list à faire. Je travaillais constamment. Sam, ben, il était dans mon ombre, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est comme ça que lui se sentait. Puis, un autre centre plus tard, en fait, j'ai vraiment 1 an, j'ai géré un centre d'esthétique qui, mon associé était plus ou moins en accord avec mes valeurs et la façon dont je procédais. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'associer avec ma graphiste de Jasmine, ma clinique d'esthétique. On s'ouvre un centre de bien-être, soins énergétiques, vraiment trempé dans quelque chose qui est zen, qui est pur, qui est sain. Pour que finalement, je me rende compte que non, je suis pas un entrepreneur. Improvise-toi pas entrepreneur, toi, t'es une fille de famille. Puis un entrepreneur, c'est pas présent en soi les premières années, on va se le dire. Ça m'en parle quand même assez souvent de dire, écoute, Caro, t'es jamais ici, tu travailles tout le temps, puis il dit, moi, je suis pas en forme pour reprendre un roulement de travail, puis tu sais, je veux dire, il faisait exemple, il travaillait pour une compagnie de déménagement, il changeait pour une autre compagnie, il fait son cours vitrier, tu sais, il s'est promené d'un travail à l'autre, mais ça n'a pas nécessairement été sa ligne directrice. Un de mes négociés, le temps des fêtes approche, puis il dit, moi, je vais mettre des cadeaux en dessous de l'arbre, là. Il dit, c'est bien correct que c'est toi qui fournis le salaire pour la famille, mais c'est pas vrai que je mettrais pas du mien pour le temps des fêtes. C'était quelque chose qu'il travaillait vraiment. Puis moi, j'étais comme, hey, je suis à l'aise avec ça. Ça va revenir plus tard. Tu auras une stabilité financière à un autre moment. Puis rendu là, ben, on s'arrange, tu sais.
Fait que c'est ce moment-là où son ami qui habite sur la Côte-Nord, ben lui lance un petit coup de téléphone puis il dit « Écoute, j'aurais quelque chose à te proposer. Dis-moi, j'ai une cabane à patates à Fermont, puis la saison est finie, bien entendu, puis j'aimerais ça avoir quelqu'un pour venir m'aider à fermer tout ça. Puis là, je viens de m'acheter une nouvelle maison à Port-Cartier. Tu pourrais venir faire manœuvre, tu sais, de la réno avec moi, puis tout ça. » Il m'en parle, puis moi, je suis comme « Non, oublie ça. » J'ai dit « Je sais qu'est-ce qui se passe quand tu vas à Fermont. C'est de la consommation, c'est tout le temps plus long que prévu. Il y a de l'exagération, puis il devient intense parce que là, il n'y a plus de responsabilité. Tu sais, il n'y a pas sa blonde à côté qui dit « Bon, lâche ta bière, puis... » Non. Fait que c'était quelque chose qui me rendait vraiment insécure. Mais je lui ai dit « Écoute, Sam, t'as 28 ans, là. Si tu décides que tu y vas, je suis consciente que tu vas y aller. Fait que je vais-tu bouder, chialer, puis tout. Je t'ai dit, je suis pas d'accord, mais fais ce que tu veux. » Il change d'idée, il change pas d'idée, il sait plus trop, j'y vais pas. Mais son ami lui dit « Écoute, tu t'en viens. » Fait qu'il part de Port-Cartier, il s'en vient le chercher directement à Québec. Ils sont partis. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Je me dis, voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont en arrière de la tête? T'sais? Pourquoi qu'ils viennent le chercher ici? De base, il était supposé de partir 3-4 jours. Les premiers jours, il est à Sept-Îles. Il est même pas avec son ami. Il est chez de la parenté, avec ses nièces, ses neveux, pour 4 jours. Il y a rien qui se passe. Là, finalement, ça avance, mais moi, je suis comme, c'est donc ben long. Il monte à Fermont. À Fermont, ça a l'air d'avoir brassé parce que il était très avancé dans sa consommation. On se parlait FaceTime très insistant. Puis je les entendais ensemble se parler, puis mettons, il y avait la caméra, puis ça avait l'air d'être chaud. Fait que je pose pas de questions parce qu'en fait, je suis même pas sûre à ce moment-là si j'ai envie de savoir ce qui se passe. T'sais. J'ai d'autres choses à faire. Là, je veux dire, je suis une mère de 2 enfants. Fait que il a pris cette décision-là comme fais tes trucs. Mais quand il revient de Fermont, avant de s'en aller à Port-Cartier, il arrête à Bécomo. Puis il m'appelle. Veux-tu venir me chercher? Voyons, Sam. Ça fait 3 jours que tu me tombes sur le ciel, là, puis qu'on se parle sur FaceTime, puis que ton état, ton impatience, ton impulsivité me donne pas pantoute envie de te faire sauver la ride de bus. J'ai pas mes tailleurs d'hiver encore, retardateur un peu, mais j'y vais pas te chercher. Bon, OK, c'est good, Caro, écoute, je comprends ça, je vais me rendre à Port-Cartier, puis je vais prendre l'autobus dimanche. Là, c'est le 9 qui m'appelle. À ce moment-là, ça va, il m'appelle le soir, dit « Bon, on est arrivé, je te rappelle demain, tout est beau. » Le lendemain, il me rappelle « J'ai été chercher mon billet d'autobus, tu peux venir me chercher 18h40 à la gare du Palais. » Le lendemain, c'est pas ça. J'attends qu'il arrive d'une certaine façon, mais en même temps, c'est son ami, il arrête pas de m'appeler sur mon téléphone, puis moi, ben, je veux pas y répondre, parce qu'on dirait qu'il y avait au fond de moi, je voulais pas qu'il me dise que Sam n'était pas parti, qu'il avait pas pris l'autobus, parce que Sam, il avait pas de cellulaire. Il me dit « T'as-tu des nouvelles de Sam? Il t'a-tu appelé? » Mais j'ai dit non. Toi, comment ça que tu me demandes si j'ai des nouvelles de Sam? Il est chez vous, il prend l'autobus un matin à 9h. Il n'est pas rentré dans l'autobus? Non. OK. Puis tu me dis que tu sais pas il est où? Non. OK, ben j'ai dit, écoute, là, à ce moment, tu me stresses, là, on va se le dire. J'ai dit, t'as jusqu'à 8h à soir pour me le trouver, hein? Parce que sinon, je le déclare disparu. OK, pas de trouble. Il fait ses recherches où il les fait pas, là. Mais bon, je le rappelle le soir, puis non, pas de nouvelles. Je dis, il était avec qui hier? Ah, il était avec telle personne. Puis il me nomme pas les mêmes personnes qui finalement sont impliquées, là. Tu vois qu'il pédale. Mais j'ai dit, écoute, moi, ça me dérange pas, là. Je le déclare disparu, mais il va falloir que je le dise. Il était où? Il va falloir que je donne ton nom complet, ton adresse. Ils vont venir te voir. C'était la dernière personne qui était avec, techniquement. Il dit, oui, pas de trouble. Et là, je me dis, ouais. OK. Qui est donc bien à l'aise? Puis je me suis dit, il est pas coupable de rien. Tout est correct. Il le sait pas, il est où, il le sait pas. Tout le monde me dit, ah, tu stresses pas rien. Il doit être dans un fond de sol, ça a grosse fripe. Puis tout, je suis comme, non, je le file pas. À ce moment-là, j'ai pas de nouvelles, personne l'a vu. Donc, on est le 11 décembre 2022 et je le déclare disparu. Les policiers viennent me rencontrer, prennent mon dossier très au sérieux. Immédiatement, ils se font faire le tour des dernières personnes qui ont été vues avec. Une enquête qui était quand même assez mouvementée avec énormément de gens et de développement très silencieux en soi. Donc, j'ai voulu participer
à l'enquête parce que c'était plus fort que moi de mettre ma touche, parce que dans ces moments-là, tu penses que tu peux faire la différence. Moi, je peux le trouver, puis... Il y a un protocole à suivre, ça je le comprends plus tard, mais je me suis imposée dans l'enquête. On a fait des démarches, une battue par exemple, puis les ossements ont été retrouvés 6 mois plus tard, le 17 juin 2023. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit de cette façon-là qu'on le trouve, parce que on a retrouvé les ossements, mais on a retrouvé énormément de preuves, etc. Donc, on est sûr que la disparition devient homicide et que Samuel a été victime d'un homicide en soi, en fait. Là. Donc, tout ce temps-là, tu peux penser que peut-être c'est ça. Ça peut t'apporter avec les développements à penser à ça, mais non. Quand le 17 juin 2023, j'ai su, à cause d'un article de journal, des ossements ont été retrouvés au lac d'Aigle, dans le coin de cette île. Alors moi, à ce moment-là, j'ai tout de suite été sur les réseaux. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles? Quelqu'un sait qu'est-ce qui se passe? Là, ça s'est enchaîné. Ils ont retrouvé, on a été identifiés, les tests ont été faits, donc on a pu confirmer le décès de Samuel. Puis, toujours en cours. L'investigation tient toujours. Donc, je suis très positive pour la suite. Puis l'enquête avance super bien. Donc, jusqu'à maintenant, personne n'a été arrêté. Par contre, on est près du but. À travers l'enquête, je me suis donné une mission, bien entendu, de rendre justice à Samuel, mais en même temps, pour mon parcours de guérison à moi aussi. J'ai travaillé avec les enquêteurs, mais un coup qu'on va arriver au procès, on va pouvoir atteindre un autre niveau de mon deuil. Puis, j'ai ma mission qui continue. J'ai vraiment envie de sensibiliser les gens autour de moi pour tout ce qui est relations de consommation au niveau de la relation en soi, mais aussi sur l'entourage, l'environnement, les enfants au travers de tout ça. C'est très, très important pour moi. Puis, ça va me permettre aussi de pouvoir me libérer de ce que j'ai traversé d'une certaine façon. Je veux donner l'exemple, puis je veux être capable d'être une source d'inspiration pour dire, écoute, ça peut pas être une relation saine si tu es dans une relation de consommation en soi. Je pense que je me trompe pas, mais il n'y a pas de relation de consommation qui vive l'harmonie, la paix, etc. Donc, j'y vais dans ce sens-là. Je travaille avec d'autres projets par la suite, mais c'est de cette façon-là que je vais pouvoir me guérir de tout ça. Caroline Dufour et sa belle-mère, Marie-Hélène Gauthier, pourront tourner la page lorsque les assassins seront jugés. Entre-temps, Caroline entrevoit le début d'une nouvelle vie destinée au partage de son vécu, et ce, grâce à son talent de communicatrice. C'est ça, la vie.